j'ai eu le tort de m'intéresser à des choses auxquelles j'aurais pas dû m'intéresser. J'ai 2 amis qui ont été assassinés. Ça m'a titillé, donc j'ai eu besoin de comprendre pourquoi ils avaient été assassinés et qu'est-ce qu'ils ont pu trouver comme élément qui gênait à tel point qu'il fallait les éliminer. En Géorgie. En Géorgie, un Français, un Allemand. Ça fait un peu agent secret tout ça, c'était pas mon métier. Quand on est en gestion de projet à l'international, on peut s'attendre à quoi comme type de rémunération ? Lorsque j'étais en Géorgie dans l'ambassade de l'Union européenne, j'avais un salaire net qui était de l'ordre de 5-6 000 $. J'étais un peu idéaliste et je pensais que par exemple le Fonds vert pour le climat sont des gens sérieux et qui travaillent uniquement pour avoir un maximum d'efficacité par rapport aux enjeux climatiques. C'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait vrai. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Julian Schloubach. Julian, tu es expert et conseiller en relations internationales. Tu as passé la moitié de ta vie sur le terrain, en Afghanistan, au Tchad, en Géorgie notamment. Voilà, tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu plus concrètement en quoi consiste ton métier ? Mon métier implique des compétences techniques qui remontent à mes études et que j'ai développées au fur et à mesure de ma carrière, sur des domaines de prédilection qui sont la sécurité alimentaire et par extension l'impact du changement climatique et l'aide humanitaire. Et j'ai été amené à m'intéresser ensuite à d'autres sujets connexes qui vont jusqu'à des questions énergétiques et des questions de sécurité et de contrôle des frontières. Donc ça, c'est sur les aspects techniques. Les derniers cités, j'ai une expertise un peu moins pointue, mais une connaissance générale des thématiques. Et j'ai été amené à accompagner des projets, donc ce que j'appelle la structure verticale, à écrire des projets, à apporter une expertise pour accompagner des projets dans leur mise en œuvre, à prendre des rôles de management en direction et des rôles de suivi-évaluation. Voilà, donc à différents états de ma carrière, j'ai rempli différents types de ces rôles et je jongle éventuellement entre les uns et les autres. Et je travaille donc aussi avec différentes institutions, organisations, actuellement plus avec des bureaux d'études, mais j'ai aussi travaillé en termes institutionnels, beaucoup avec la Commission européenne en interne et avec la coopération allemande. Pour qu'on puisse bien comprendre, donc donner un exemple concret, là, ta dernière mission, c'était en Géorgie, c'est ça ? Tu étais mandaté par l'Union européenne ? Absolument. Ma dernière mission, c'était pour le compte de l'Union européenne, mais avec un bureau d'études qui a gagné un contrat cadre de la Commission européenne pour assurer le suivi-évaluation des financements extérieurs de la Commission européenne dans une zone géographique donnée qui, en l'occurrence, maintenant, est la zone Est, donc essentiellement les pays de l'ex-Union soviétique. C'est-à-dire qu'on a fait des prêts à ces pays-là, c'est ça ? Non, il y a de l'argent qui est débloqué pour de la coopération, ce que faisait anciennement, par exemple, le ministère de la Coopération en France, qui n'existe plus, ce que fait maintenant pour partie aussi l'Agence française de développement. D'accord. Sachant que l'Agence française de développement a une partie de subventions et une grande partie de prêts pour notamment des infrastructures qui sont ensuite, qui rentrent dans les dettes souveraines des États et qui sont ensuite remboursées. Et sur la base desquelles l'Agence française de développement procède à ce moment-là de nouveaux prêts à travers le monde. Donc ils ont des dotations par pays et ils financent différents projets. Là, en l'occurrence, et le but de l'assistant technique de la part de subvention est aussi de faciliter des rapprochements, parfois de faire avancer des dossiers d'investissement qui concernent aussi le secteur privé et donc les intérêts économiques, là, en l'occurrence européens. Dans l'idéal, il s'agit de trouver des convergences. Là, par exemple, l'Union européenne est aussi intéressée par le développement du marché de l'hydrogène parce que voit là-dedans quelque chose de porteur, notamment pour absorber aussi le surplus de production de solaire et d'éolien, de façon à le rendre utilisable, parce que quand on a des pics de production, on ne sait pas quoi en faire. L'énergie, il faut la consommer en instantané. Si on peut stocker sous forme d'hydrogène,
outre cela permet de résoudre en partie l'équation et de continuer le développement de ces énergies. Après, il y a évidemment des questions de coût, parce que chaque transformation fait augmenter le coût de l'énergie, et donc il y a une rationalité. Mais il y a aussi une question de volume. Et donc l'Europe, pour développer ces technologies, les rendre plus abordables, a besoin d'avoir un marché le plus grand possible et intéressé, notamment dans les pays qui sont proches de l'Union européenne, à élargir le champ avec des pays qui pourraient être utilisateurs, consommateurs, producteurs, pour avoir un champ industriel et de consommation le plus large possible, qui permettent un développement raisonné et à coût économique raisonné pour l'Europe. Ok. Et donc là, du coup, concrètement, ta mission en Géorgie, ça consistait en quoi? Tu parlais à des hommes politiques, tu parlais à des hommes d'affaires. Là, en l'occurrence, il s'agissait du réforme du secteur de l'énergie. Ce dont je viens de parler, juste un épi, un phénomène, n'était pas le centre, la raison d'être du projet, mais il s'agissait de l'ouverture du marché de l'énergie de façon il s'agit sur le modèle européen de facturer le coût réel de l'énergie en instantané, sinon seconde par seconde, heure par heure. Donc il y a des logiciels qui permettent de faire ça, qui sont installés. Donc on installe, il y a des logiciels qui ont été, donc ça a été installé, qui sont à disposition de la Géorgie, ça a été déjà il y a quelques années sur appel d'offres, qui permettent de réguler la grille énergétique, donc entre l'offre et la demande, et donc d'envoyer les messages aux producteurs d'énergie pour que la grille reste stable. Et en parallèle, donc en fonction de cette offre et de cette demande, un autre logiciel permet de calculer les coûts en instantané. Et il s'agit que ceci soit mis en place et fonctionne, et que les producteurs, du coup, aussi régulent en fonction de leur production, en fonction des coûts, de l'offre et de la demande, et que la régulation. Donc, après, c'est des détails techniques sur la mise en place. Et ceci, dans l'optique d'un rapprochement, et que finalement, il puisse y avoir une interconnexion entre la grille énergétique géorgienne, dans une partie du Caucase, et l'Europe. C'était l'un des aspects. L'autre aspect était sur l'efficacité énergétique, avec une petite partie de promotion du développement des énergies renouvelables, et une partie d'efficacité énergétique, tout simplement de promouvoir l'isolation et la certification énergétique, comme nous l'avons chez nous sur les bâtiments, par exemple, A, B, C, D jusqu'à G, avec donc l'obligation de mettre en place ce système dans l'idée d'inciter à plus de travaux d'isolation, une meilleure performance au niveau du pays. Donc tout ça, il y a juste des choses techniques à mettre en place. Il faut qu'il y ait aussi un organisme certificateur. Il faut qu'il y ait des gens qui sont employés qui puissent suivre quand même ce qui est mis en œuvre d'un point de vue qualitatif. Il faut que des gens soient formés. Donc il s'agissait d'accompagner toute cette transition. Et sur le principe de la réforme, il fallait aussi qu'il y ait un cadre juridique, des lois et des lois d'application. Donc, dans cette idée de convergence, il y avait une partie d'assistance technique payée par l'Union européenne, qui représente un peu plus de 8 millions d'euros, et une partie de prêts conditionnés apportés par la Banque allemande de reconstruction, la KfW, et l'Agence française de développement. De quel montant, du coup ? Alors, c'était des tranches qui étaient de l'ordre, pour chaque agence, de l'ordre, je dirais, de 100 millions d'euros annuellement. D'accord. Sur un total qui était, en théorie, supérieur à 500 millions d'euros, inférieur à 1 milliard pour les deux agences au total. Mais l'essentiel de cet argent n'a pas été déboursé parce que les réformes peinent à avancer, que la Géorgie, pour différentes raisons, était réticente à avancer sur l'ouverture des marchés, et que dernièrement, ils se sont un peu écartés de la voie européenne, en partant dans une voie beaucoup plus autoritariste, en mettant beaucoup de gens en prison, enfin en muselant l'opposition, donc montre une forte divergence avec la voie européenne, et plutôt un rapprochement sur le modèle russe. Qui questionne l'Union européenne, si bien que moi je suis allé en mission parce que l'Union européenne avait besoin en même temps de savoir qu'est-ce qu'on peut continuer de faire.
dans les circonstances actuelles, mais je n'avais le droit de rencontrer aucun décideur politique de haut niveau, parce que normalement, j'aurais dû rencontrer les directeurs de cabinet des ministères, pas le ministre, mais au moins le directeur de cabinet, et les directeurs de cabinet auraient été prêts à me recevoir, mais je n'avais pas le droit de les rencontrer. Qui t'interdisait? C'est la France et l'Allemagne? C'est une règle de l'Union européenne actuellement. Aucun officiel n'a le droit de rencontrer les Géorgiens à haut niveau, sinon des diplomates dûment mandatés par l'Union européenne. Mais sur des missions comme ça, actuellement, ce n'est pas possible. Pourquoi? Je pense que comme la situation politique est très tendue et particulière, l'Union européenne ne souhaite pas avoir d'interférences ou de points de vue particuliers qui pourraient être divergents. Donc je pense qu'ils souhaitent parler d'une seule voix, ce qui peut être assez compréhensible, sachant que déjà il est très difficile d'avoir une parole commune au niveau de l'Union européenne actuellement. Les États membres, y compris sur le dossier géorgien, ont des voix relativement divergentes. Donc si en plus on commence à avoir des individus qui vont y aller de leur propre interprétation et qui ne sont peut-être pas dans le sein des seins des discussions qu'ils peuvent avoir, qui peuvent avoir lieu par ailleurs, cela peut peut-être compliquer un peu les choses. Ok, donc c'est réservé à des personnes qui sont vraiment, dont c'est le métier, c'est quoi? C'est des personnes qui travaillent à la représentation permanente de l'Union européenne ou... Je n'en sais trop rien, non, mais même les personnes de la représentation permanente qui est maintenant donc à rang d'ambassade suite au petit traité, donc les délégations de l'Union européenne, n'ont pas le droit, à l'exception peut-être de l'ambassadeur. D'accord. Ok, donc cette mission en Géorgie, elle se solve par quoi pour toi? Donc tu fais ton rapport, tu reviens à la fois à l'AfD, à la fois à la Banque allemande, à la fois à l'Europe. Le rapport sera essentiellement et la propriété de l'Union européenne, qui va évidemment le partager avec un certain nombre d'interlocuteurs, mais c'est eux qui s'ils veulent le partager avec personne, ils peuvent le garder pour eux et ne pas le partager, ou en partager que certains éléments. Mais l'AfD, s'ils font des prêts de 100 millions conditionnels à un certain nombre de réformes sur la transition énergétique, ils sont en droit de te demander... Ils ont leur propre suivi des conditionnalités. Ils n'ont pas besoin de moi pour cela. Ceci dit, bien évidemment qu'ils seront récipiendaires du rapport. Maintenant, mes recommandations sont pour l'essentiel pour la Commission européenne, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire actuellement sans toucher à un niveau politique de haut niveau, mais d'un point de vue technique, pour ne pas perdre le bénéfice de ce qui a été fait, notamment sur la question de l'efficacité énergétique, et donc qu'est-ce qu'il serait utile de continuer à accompagner, malgré le contexte politique, pour capitaliser sur ce qui peut l'être à un niveau technique. D'accord. Et donc voilà, j'ai juste réexpliqué un peu. Après, j'ai fait donc des conclusions, des recommandations sur ce qui peut être fait. Je propose la Commission européenne et que l'Union européenne dispose. Tu peux en parler de ces recommandations ou pas vraiment, ou c'est quelque chose de confidentiel? Je pense que oui, c'est peut-être un peu tôt pour rentrer dans le détail. Okay. Mais en tout cas, c'est top. On voit du coup plus concrètement ce à quoi peut ressembler ton métier. Les amis, juste avant de reprendre l'épisode, un petit mot sur notre partenaire qui soutient cette vidéo. Alors on a souvent tendance à croire qu'il existe deux mondes, les débutants et les experts. Mais dans la vraie vie, personne ne se réveille un matin en étant expert de la crypto. On apprend tout progressivement et c'est justement ce que j'aime bien avec notre partenaire Coinbase. Si vous débutez, l'application est pensée pour être simple et facile à prendre en main. Vous pouvez acheter, vendre, suivre votre portefeuille sans vous retrouver face à une interface compliquée. Et l'un des plus grands avantages lorsqu'on commence, c'est la confiance. Utiliser une plateforme reconnue, fiable et conçue pour rendre l'expérience simple et intuitive peut rendre ce premier pas beaucoup plus facile. Puis à mesure que vous gagnez en confiance, vous pouvez passer à Coinbase Advanced, qui vous permet d'avoir des outils plus avancés comme vous en doutez, comme par exemple des graphiques TradingView ou différents types d'ordres et davantage de contrôle sur vos transactions. Coinbase Advanced, il n'y a plus de frais de trading distincts, même si le spread continue à s'appliquer, ce qui en fait une solution
applications particulièrement intéressantes pour les utilisateurs plus expérimentés qui analysent activement les marchés et effectuent des transactions sur des montants plus importants. Le plus pratique, c'est que tout reste dans la même application. Pas besoin de changer de plateforme ou de transférer vos actifs, vous évoluez simplement au rythme de vos besoins. Si vous souhaitez découvrir Coinbase, je vous mets un lien en description et si vous investissez 30 € via ce lien, Coinbase vous offre 30 € supplémentaires en Bitcoin. Merci beaucoup à Coinbase de soutenir la chaîne et on reprend tout de suite avec l'épisode du jour. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu déjà, toi, dans quel milieu tu as grandi, à quoi ressemblait un peu ton enfance? Moi, j'ai grandi dans un milieu privilégié, enfin dans un lieu privilégié qui est la presqu'île de Saint-Tropez. J'ai pas vécu avec mon père parce que ma mère et mon père se sont séparés très tôt parce que ils ne pouvaient pas s'entendre sur un lieu de vie. Mon père a émigré au Mexique en 1930. Ok. Et ma mère l'a rencontré au Mexique lors d'un voyage. Ils se sont mariés, mais elle, son lieu de résidence, c'était la presqu'île de Saint-Tropez, où elle s'est installée en 1957. Et donc, ils se sont mis d'accord pour vivre 2 ans au Mexique, 2 ans dans le sud de la France. Ils ont passé 2 ans au Mexique, je n'étais pas né. Ils se sont installés dans le sud de la France assez rapidement. Il en a eu marre et il n'a pas tenu les 2 ans. Et il est reparti, suite à quoi ma mère, enfin ils ont décidé de divorcer parce qu'ils ne pouvaient pas s'entendre sur le... Donc, toi, t'es resté à Saint-Tropez, du coup? Moi, je suis resté à Saint-Tropez avec ma sœur et mon grand frère qui était qui avait 10 ans plus que moi d'un autre mariage. Voilà, et donc j'ai grandi avec ma mère et qui s'est remariée lorsque j'avais à peu près 3 ans avec mon beau-père qui avait l'originator. C'était intéressant, c'est sur les échanges, qui était un prêtre défroqué qui a quitté l'église catholique pour se marier avec ma mère. C'est ta mère qui lui a fait quitter l'église catholique, du Non, coup? je pense qu'il aurait quitté de toute manière parce que, il était en dépression, en récupération dans le sud, à Ramatuelle, donc, parce que il avait été un prêtre pour une église en Bretagne. Avec 2 hameaux qui ne se supportaient pas entre eux et qui se battaient tout le temps. Et c'est quelqu'un qui supporte mal les conflits. Et donc être prêtre d'une église avec 2 communautés qui ne peuvent pas se supporter, c'était compliqué à gérer pour lui. Et je crois qu'il était un peu dans une autre optique. Vers quelles études tu vas te diriger, toi, du coup, à ce moment-là? Alors, je dirais que... Alors, l'une des choses qui a marqué ma vie, c'est que ma mère était quand même l'un de ses principaux intérêts dans la vie, c'était les voyages. D'accord. Et donc, d'abord, j'avais la famille de ses parents qui étaient en Allemagne. Donc, je suis allé fréquemment en Allemagne. Et puis, j'ai eu l'occasion de faire quelques voyages avec elle. Donc, c'était son principal investissement. Donc j'ai été en Israël, j'ai été en Grèce en particulier. Et j'ai fait beaucoup de randonnées avec ma mère quand j'étais plus jeune. Et ça m'a donné une certaine goût à découvrir le monde. Donc lorsque j'ai démarré mes études, j'ai hésité. Je me disais, je ne savais pas si je voulais faire la biologie ou Sciences Po. D'accord. J'ai opté pour la biologie. Je pense que c'était le bon choix pour moi. Néanmoins, quand je suis arrivé au master, je me suis dit, peut-être que finalement, j'aurais dû explorer l'option sciences politiques. Donc, j'ai postulé un DESS, développement et coopération à l'époque, donc, à la Sorbonne, au département de sciences politiques. Et j'ai fait ça. Et en parallèle, j'ai fait un autre master avec l'Institut des études développement économique et social, en partenariat avec l'AgroParis, qui m'a donné un bagage technico-économique qui était beaucoup plus en phase, en fait, avec ce que je recherchais. Et je suis arrivé à la conclusion que le côté Sciences Po, ça peut être intéressant pour structurer des pensées,
mais il faut absolument avoir du contenu. C'est un peu dommage. Donc, après, je n'étais pas passionné par l'analyse et le fait de décortiquer les systèmes politiques, ce qui a tout à fait son sens, mais ce n'était pas ce qui m'intéressait de manière primaire. C'est un super profil, non, que tu avais avec AgroParisTech, le côté technique, un moment où bon, il y a la politique agricole commune, enfin, il y a plein de sujets qu'on peut imaginer de diplomatie autour de ça, et les compétences aussi, enfin, la compréhension de la diplomatie, des relations internationales. Tu devais avoir un profil assez recherché, non, ou c'est classique? Non, et je dirais que c'était pas évident parce que je n'étais pas un pur produit AgroParisTech. Donc, je me cherchais un peu à cette époque-là. Donc, j'ai postulé à différents postes et en fin de compte, mais je voulais partir à l'international pour cette découverte du monde. Et puis, j'ai pris donc la première chose qui s'est présentée à moi. Et donc, il y a une association qui m'a demandé si je pouvais aller en Afghanistan pour voir. Donc, on était en 1996. Et je suis donc parti en Afghanistan pour essayer de redévelopper des projets sur la zone. C'était une époque assez émouvante. Les talibans venaient de reprendre Kaboul. Après des combats acharnés enfin, avec les forces du commandant Massoud et du général Dostum qui avait anciennement contrôlé la ville. Et donc voilà, et donc ça a été une période un peu compliquée. Ça a été très, très intéressant. C'était peut-être pas le truc le plus prestigieux, mais par rapport à mon questionnement, à ma recherche, un peu à ma compréhension du monde, c'était absolument pertinent. Ça m'a aussi confronté un peu à des zones de guerre parce que j'ai beaucoup voyagé dans le pays, j'étais beaucoup dans le nord du pays, j'étais proche, il y avait différentes lignes de front et donc j'ai pu me confronter un peu à ces réalités aussi. Du coup, qui est ton employeur à ce moment-là et quel est ton rôle exactement? Alors, au départ, j'étais avec une association d'amitié avec l'Afghanistan, mais je me suis rapidement rendu compte qu'ils s'étaient un peu, enfin que leur source de financement n'était pas claire et qu'en fait, ils avaient surtout une enveloppe. Alors, ils pensaient pas à mal, ils étaient vraiment dans une optique d'aider les Afghans, mais ils ne comprenaient pas bien que l'argent que l'on reçoit de la Commission européenne, on ne le reçoit pas en propriété et qu'on a des comptes à rendre. Et donc, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et j'ai senti dans mes échanges avec les services de la Commission européenne qu'on allait nulle part. Et donc, j'ai quitté la structure et j'ai rejoint une autre organisation qui s'appelle Acted, qui est née en Afghanistan. Et donc, j'ai rencontré les fondateurs, donc Frédéric Roussel et Marie-Pierre Calais. Et je suis allé travailler avec eux et développer des projets dans le nord de l'Afghanistan. Et c'était quoi le but de cette association? Acted, c'est une association qui s'est créée pour faire du développement rural ou du développement tout court à travers le monde des projets aussi de développement rural, de sécurité alimentaire, ce qui les intéressait. Donc ils appuyaient sur le côté technique, ce qui n'était pas inintéressant. Leur première grande action et grand succès, ça a été de remettre en état des mines de charbon autour de Kaboul pour alimenter Kaboul en bois de chauffe et de cuisson. Et puis ensuite, ils ont aussi développé tout un réseau de boulangeries avec la farine du Programme alimentaire mondial, qui a été un grand succès pour permettre d'alimenter la population qui, sinon, était exsangue, parce que assurer la sécurité alimentaire des populations en zone de guerre, ou quasiment, c'est assez compliqué. Donc ils ont joué un rôle majeur dans la mise en place de ces systèmes en Afghanistan, ont acquis une certaine reconnaissance. Moi, j'étais dans le nord de l'Afghanistan pour travailler sur la question de la sécurité alimentaire et stabiliser les populations localement. Sauf qu'on pariait aussi sur la paix, ce qui n'a pas été le cas. Et ensuite, ils se sont étendus et ont développé les concepts dans d'autres pays,
à commencer par la République démocratique du Congo, mais ils sont étendus en Afrique, sont toujours présents en Asie centrale et en Afghanistan. Donc, Tes journées, elles ressemblent à quoi là-bas exactement? lorsque j'étais en Ouais, Afghanistan, ou, en Afghanistan, ouais. en général, j'avais besoin de faire beaucoup de relations publiques avec les différents décideurs, les commandants militaires locaux, les chefs de communauté, enfin de villages. Donc il y a différents niveaux hiérarchiques pour assurer ma sécurité, pour comprendre les situations. Et puis après, il fallait que je rencontre aussi des marchands locaux pour, par exemple, parce que je ne pouvais pas, mon but c'était d'assurer la sécurité alimentaire des populations. Donc j'essayais de comprendre comment leur capacité de production, déterminer de quelle manière on pouvait améliorer, augmenter la production locale, mais dans l'immédiateté, il fallait nourrir les populations. Il n'y avait pas assez de céréales sur le marché local parce que, avec les moyens que je mobilisais, je me suis vite aperçu que si j'allais sur le marché, j'achetais toute la production et il restait plus rien à vendre, donc je ferais flamber les prix. Donc j'ai dû aller rencontrer à Mazar-e Sharif, qui était la grande ville du Nord, des marchands qui avaient la capacité d'organiser des importations depuis l'Ouzbékistan notamment. D'accord. Donc j'ai beaucoup de rendez-vous, d'organisation, et en même temps j'allais sur le terrain, j'allais voir les agriculteurs, j'allais comprendre comment ils fonctionnaient, essayer de déterminer quels étaient les goulots d'étranglement, les choses qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas produire plus, ou la manière dont on pouvait améliorer leur vie et leur système de production. Sauf que ce volet-là, je n'ai jamais pu le mettre en œuvre parce qu'il eût fallu que les choses soient à peu près stables pour réfléchir en termes de réforme agraire, d'intrants agricoles, c'est-à-dire les engrais, les semences par exemple, et que pour rentrer dans ce genre de choses, il faut un minimum de stabilité parce que on ne peut pas, surtout si on demande aux gens d'investir sur leur production, et qu'ils n'ont aucune assurance qu'ils pourront être là pour la récolte, c'est compliqué. La guerre, elle se manifestait par quoi exactement? Enfin, qu'est-ce qui pouvait se passer du jour au lendemain? Ça ressemblait à quoi la situation concrètement sur le terrain? Alors, quand je me trouvais dans la ville de Poulicoumri, qui est une ville secondaire sur la route entre Mazar-e Sharif et le tunnel le tunnel du Salang qui mène jusqu'à Kaboul, parce que sinon il y a des cols à 5000 mètres d'altitude. Donc ce C'est ça tunnel est important. C'est le tunnel du Salang et l'artère vitale qui relie le nord et le sud du pays. D'accord. Et les montagnes, c'est là où sont les Pashtuns? Non, non, c'est pas ces Non, montagnes-là. les Pashtuns, alors il y a des montagnes de partout en Afghanistan, D'accord. mais les Pashtuns sont plutôt dans le sud. Dans les montagnes avec la frontière avec le Pakistan, non, Oui, c'est ça, ouais. absolument. Bien que dans une partie sud-ouest, enfin, ce sont des Baloutches. Après, il y a les Pashtuns, qui sont quand même la plus grande partie avec Kandahar. Mais les Taleb, donc les étudiants en religion pachtou, avaient pris le contrôle d'une grande ville du nord qui s'appelle Kunduz, et d'où ils faisaient des incursions militaires. Et moi, la ville de Poulicoumri était vraiment sur la ligne de front avec les Taleb, c'est-à-dire que j'étais à 3 kilomètres de la ligne de front. C'était pas très actif, mais il y avait un peu des échanges de tirs de loin en loin. Il y avait 2 roquettes qui étaient tirées à peu près par semaine, 2, 3 roquettes. Et une fois par semaine, 2 avions qui venaient larguer chacun une bombe de 500 kilos, parce qu'il y avait une station de radar qu'ils essayaient de... Mais, alors ils arrivaient avec des jets, mais ils lâchaient des bombes de 500 kilos de la Deuxième Guerre mondiale. Donc avec une précision tout approximative. Donc ça tombait où ça pouvait. Pendant que j'étais là, ils n'ont pas eu la station radar. Mais du coup, ça se passait comment? T'entends des bruits d'avion, tu vas te planquer dans une cave? Enfin, concrètement, ça se passait comment Quand j'entends le bruit d'avion, je sais qu'il est déjà trop tard, mais je savais aussi que la probabilité, enfin, que ça me tombe dessus était, vu la zone, extrêmement faible.
Mais je savais que c'était un risque. Mais je savais aussi que le risque était très limité et que si ça me tombait pas directement dessus ou dans la rue où j'étais, ça pouvait tomber à 100 mètres. À partir du moment où il y a des murs en terre ou un monticule, ça ne m'affecterait pas. D'accord. Parce qu'en fait, il y a un rayon assez faible de. En C'est des vieilles fait, bombes, quoi. y compris sur les armes de guerre modernes, la meilleure protection, c'est la terre. Parce que ça amortit les balles et les fragments. Les murs en béton sont beaucoup plus dangereux. Parce qu'ils éclatent, ils peuvent renvoyer aussi des fragments, et les balles ont plus de chances de passer à travers. Les murs en épais, en argile, sont la meilleure protection possible. D'accord. Donc, il faut se balader dans des tranchées toute la journée ou... Non, mais là-bas, toutes les maisons sont en argile, D'accord. je dirais en mur d'argile, ce qui est très bien pour les zones de guerre. T'as pas l'air stressé. Enfin, tu disais, bon, il y a des bombes qui tombent. Moi, je fais mon métier. J'essaye voilà, de nourrir les gens. Je savais à peu près quel jour ça allait tomber, je savais jamais à quelle heure. Donc ça faisait un peu partie d'une routine, mais je savais que le risque était un peu plus important que ça. Si il y avait eu une intensification de la ligne de front, ou si la ligne de front avait commencé à bouger, j'aurais pris mes dispositions pour aller me mettre à l'abri ou retourner sur Mazar-e-Sharif si c'était possible ou me positionner ailleurs. Est-ce que quand tu es dans des pays en guerre comme ça, il y a une sorte de clémence pour les gens comme toi qui sont, voilà, où ils savent que voilà, tu n'es vraiment pas l'ennemi, tu es justement la personne qui essaye de colmater les brèches, de faire en sorte que la population se nourrisse, ou pas vraiment en fait, de toute façon. Je dirais que la solidarité peut être toute relative parce qu'on garde l'étiquette quand même de la nationalité que l'on représente. Donc tout dépend, il faut éviter de penser en fonction du rôle, par exemple, géopolitique joué par la France, que j'ai vu des Français qui se démarquaient en disant, moi, la positionnement de la France ne me concerne pas, moi je suis ami des populations locales. À un moment donné, si jamais il y a besoin d'instrumentaliser, de faire pression sur la France, n'importe quel citoyen français fera l'affaire et il est très rare qu'il y ait une différence de fait. C'est la réalité des faits, va rattraper les personnes assez rapidement. Mais ceci dit, en l'occurrence, il n'y avait pas d'enjeu particulier vis-à-vis de la France, sinon positif peut-être par rapport aux relations développées avec Massoud. Et donc oui, le fait d'être là avec eux malgré la situation est plutôt bien perçu. Donc j'étais plutôt bien reçu. J'ai été reçu par les principaux commandants militaires de la zone, ce qui était important parce que pour assurer ma sécurité et que tout le monde sache, à commencer par les chefs qui je suis, et à partir de là, ils font passer leur message à leurs subalternes. Tu as des anecdotes de moments où tu t'es senti en danger ou d'anecdotes qui t'ont marqué quand tu étais sur place? Je dirais dans un autre registre, une anecdote idiote, entre guillemets, c'est quand j'ai mangé chez le commandant militaire de la plaine nord de la zone de Polycomrie. Donc il y avait une trentaine de personnes à table. L'importance aussi des commandants et de se mesure au nombre de convives qu'ils peuvent avoir et ensuite à la richesse du plov qu'ils peuvent offrir. Donc, s'il y a tous les éléments, y compris la viande, les os à moelle, les carottes, les raisins de Corinthe et les épices, Parce qu'on est sur un gros commandant. voilà, donc j'ai eu quelque chose de très complet avec des potirons en dessert, c'est sucré. Donc j'ai voulu être poli. Donc j'ai dit merci beaucoup et c'est excellent. Est-ce que c'est votre femme qui a préparé? Il faut jamais parler des femmes de la femme. D'abord, on les voit pas, ce sont les jeunes de la maison, garçons qui viennent servir. Mais c'est une insulte, il ne faut pas parler des femmes de la maison. Donc le silence s'est fait, j'ai 30 personnes qui se sont tues, qui se sont tournées vers moi, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Le commandant a laissé passer 1 ou 2 minutes, je pense, et puis m'a dit, bon, tu savais pas, ça va pour cette fois, mais ne
commets plus jamais cette erreur. Tu ne parles pas des femmes de la famille. T'as appris à la dure, quoi. Voilà. Ça aurait Donc, pu... bon, je pense qu'il y avait le côté très théâtral, mais dans la réalité de leur tradition, c'est une offense grave qui peut mener à... Alors, je pense qu'ils ont voulu grossir le trait, ils m'ont dit que ça pouvait mener à l'exécution, à la mort. Peut-être pas nécessairement, mais en tout cas, c'est une offense grave, donc il vaut mieux éviter. Donc tu as passé combien de temps là-bas en Afghanistan? 1 an. Un an? Finalement, ensuite, j'ai décidé de quitter. J'ai été candidat pour rejoindre, comme journaliste, la France agricole qui venait d'être rachetée par un groupe hollandais. Et j'avais été donc sélectionné pour venir passer un dernier entretien. Et j'ai un ami que je connaissais d'études qui dirigeait un projet en Géorgie pour le Secours populaire français et qui avait normalement, il se repose beaucoup sur des partenaires locaux, mais là ils avaient un financement européen et le financement européen leur imposait d'avoir des expatriés et ils avaient besoin d'un agronome. Et donc, cette personne m'a appelé en me disant, écoute, tu es le seul agronome que je connais, est-ce que tu peux venir? Je lui ai dit, écoute, moi, je suis pour parler sur d'autres choses, envoie-moi des informations, je vais regarder, hein, et je te dirai après. Il m'a écrit, merci d'avoir accepté. Et donc, j'ai dit, bon, je viens voir pour 6 mois, et après, on verra. Et je suis resté un peu plus de 2 ans sur ce projet, jusqu'à ce que j'atteigne les limites de ce que je pouvais faire. C'est-à-dire que je voulais, pour être cohérent avec moi-même, entamer des réformes agraires dans la région où je travaillais pour restructurer le foncier et l'accès au crédit et développer un système de ferme qui soit viable économiquement. Et là, j'ai été convoqué par le gouverneur de la région avec tout ce qui comptait comme responsable dans la zone pour me dire que je pouvais faire des projets, je pouvais subventionner la pharmacie vétérinaire, distribuer des semences, faire des systèmes de microcrédit en nature aux paysans du coin, mais que je ne touchais ni au crédit, à proprement parler, ni au foncier. Donc j'ai compris que je n'allais nulle part. Il se trouve qu'à ce moment-là, la délégation, donc l'ambassade de l'Union européenne, avait besoin d'un gestionnaire de programme en Géorgie. Ils avaient des rotations. Et comme j'étais l'un de leurs principaux référents sur les questions techniques agraires et liées à l'Ossétie du Sud, qui était une zone que je couvrais justement en particulier, l'ambassadeur qui était partant a dit « Écoute, je prends ton CV, je le mets sur le haut de la pile ». Donc la personne qui est venue à trouver mon CV sur le haut de la pile m'a appelé, m'a dit « Écoute, j'ai trouvé ton CV sur le haut de la pile ». Tu as l'air de bien connaître la zone. Je n'ai pas de raison de remettre en cause le jugement de l'ambassadeur sortant. Donc voilà, donc j'ai été travailler avec la délégation de l'Union européenne. Et voilà. Après, j'ai eu le tort peut-être de m'intéresser à des choses auxquelles j'aurais pas dû m'intéresser. Et donc je me suis intéressé notamment... Enfin, j'ai 2 amis qui ont été assassinés. Et ça m'a titillé, donc j'ai eu besoin de comprendre pourquoi ils avaient été assassinés et qu'est-ce qu'ils ont pu trouver comme élément ou qui gênait à tel point qu'il fallait les éliminer. En Géorgie. En Géorgie, un Français, un Allemand, qui était travaillé pour l'OSCE, l'Organisation de sécurité en Europe centrale, et un Allemand qui travaillait avec moi à la Commission européenne. Ils ont été assassinés comment ? Officiellement arrêté de respirer dans son lit. Il n'y avait pas de traces de monoxyde de carbone dans son sang. Donc, il y avait une mise en scène, le chauffage était très élevé. Ils disent que... La version officielle, c'est un suicide. Moi, je dis, on ne peut pas se suicider en arrêtant de respirer, ça ressemble plus à un oreiller sur la tête. Mais la porte était fermée à double tour. Hein, on a déjà vu ça dans d'autres types d'exécutions où des gens se suicident enfermés à double tour
dans leur chambre ou dans leur toilette. Enfin, ça ressemble à des techniques du KGB. Il n'y a pas d'autopsie après Alors, en fait, l'ambassade de France voulait... Moi, j'ai demandé, parce que la seule explication logique, ça aurait été une intoxication au monoxyde de carbone, auquel cas, pourquoi pas. Mais le consul de France était chargé de l'enquête et il m'a sciemment répondu, il m'a dit non, il n'y avait pas de monoxyde de carbone. Donc, après, à partir de là, le chef de l'OSCE sortant, auprès de ses collaborateurs, un an après, a admis qu'il aurait dû exfiltrer mais qu'il n'a pas fait à temps. ton autre ami qui a été assassiné comment? Mon autre ami qui a été assassiné était parti envisager le départ du pays parce qu'il avait été déjà agressé 2 fois. Il était parti dans l'ouest du pays pour dire à des Géorgiens qui voulaient l'embaucher comme directeur sur une exploitation de puits pétroliers dans l'ouest du pays qu'il n'était plus, qu'il ne les suivait pas, qu'il ne collaborait pas avec eux et qu'il en restait là. Il est parti le samedi, il a eu ses rendez-vous, il est revenu le dimanche. Et le dimanche soir, quand il est revenu, il y avait 2 armoires à glace qui l'attendaient, d'après les témoignages des voisins, depuis plusieurs heures dans sa cour. Il y en a un qui est rentré dans sa cage d'escalier avant lui, un autre qui est rentré derrière. Ils lui ont donné des coups de poing américains. Il a volé dans l'escalier. Il y a eu 3 coups à la tête qui lui ont chacun fracassé le crâne. A priori, selon l'autopsie, les 3 coups étaient mortels et en retombant dans les escaliers, il s'est cassé la nuque. La version officielle de l'ambassade d'Allemagne, des gens, des garçons de quartier qui voulaient lui voler son portefeuille. Des petits voyous. Pourquoi l'ambassade d'Allemagne camoufle ce genre de... Et l'ambassade de France, d'ailleurs. Parce que... avait cette image de réunificateur de l'Allemagne, était une figure intouchable et qu'aucun diplomate ne voulait se risquer à le critiquer. Mais le fait est que tout tournait autour du contrôle du business par la famille lui-même et sa famille, ses proches, et à commencer par le trafic d'opium et d'héroïne, vu qu'il y avait 2 laboratoires de traitement de l'héroïne en Géorgie. Je pense que, par exemple, il y a 2 choses qu'il a pu voir dans la vallée de Pankissi, où il allait pour des missions pour l'OSCE. Il y a le laboratoire de purification de l'héroïne, d'une part, qui ensuite partait via la mer Noire vers la Roumanie et la Bulgarie pour entrer dans l'Union européenne. Et des camps d'entraînement de Tchétchènes. Voilà. Donc on est toujours dans des zones un peu instables, donc il y a différents enjeux aussi géopolitiques. Il n'est pas toujours bon de s'approcher. Il y avait aussi du trafic d'armes. Voilà, donc tout ça faisait que. Il y avait après toutes sortes de montages financiers, notamment par exemple avec quand on embauchait un directeur ou un directeur financier, c'était souvent pour couvrir des actions illégales et des transactions financières douteuses, ce à quoi a pu être aussi confronté et ce pourquoi il devait être éliminé ensuite. Tes 2 amis s'apprêtaient à révéler voilà, un peu ce qui se passait Pas nécessairement, mais ils ont préféré. À cette époque-là, on éliminait assez facilement. Il y a eu d'autres étrangers battus, éliminés, enlevés dans cette période-là. Et donc, moi, à un moment donné, mon enquête est devenue trop évidente. J'avais des sources au Parlement géorgien et à la Chambre américaine de commerce. Ça fait un peu agent secret, tout ça. C'était pas mon métier, c'est juste... ça m'a intéressé. J'ai quand même fait un rapport pour les relations extérieures de l'Union européenne qu'ils ont bien aimé. Mais j'ai compris qu'il y a eu des signes qui faisaient que mon appartement était surveillé. J'ai compris qu'il fallait que je parte. Donc j'ai dit... Je pars à la fin de l'année et 3 semaines après, en accord avec le chef de l'ambassadeur de l'Union européenne, j'avais quitté le pays.
Ils ont pas voulu faire la même erreur qu'avec tes amis, quoi. Ils ont voulu te rapatrier assez vite. J'ai fait mes rapports, j'ai expliqué, l'ambassadeur savait pertinemment ce à quoi je m'étais intéressé. Il y a eu aussi un autre élément, il a rencontré le procureur. Le procureur lui a dit, on a identifié les meurtriers, on attend qu'ils récidivent pour les prendre la main dans le sac. L'ambassadeur est revenu en disant, il a réuni tout le monde et a dit, je ne sais pas à qui ça s'adresse. Enfin, il savait pertinemment que c'était pour moi. Mais faites attention, j'ai eu des gardes armés qui m'ont cherché le matin, raccompagné chez moi le soir pendant 3 semaines, et puis après j'étais dans l'avion. Comment t'as vu que ton appart était surveillé? Ce sont les voisins qui m'ont alerté. Il y avait une Volga noire qui se parquait le matin après mon départ, et qui partait le soir juste avant que je revienne. Et une voisine a été voir, leur demander ce qu'ils faisaient là, ils n'ont pas répondu. Un jour, ils sont venus inspecter la cour intérieure de là où j'habitais, ils n'ont pas répondu non plus quand on leur posait la question. Et quand j'ai donné les plaques d'immatriculation à l'ambassadeur qui a été demandé à la police a dit, on ne comprend pas de quoi vous voulez parler. Cette Volga noire appartient à un vieux monsieur inoffensif, on ne comprend pas ce dont vous voulez parler. C'est quand, du coup, que t'es rentré de Géorgie? C'était à quel moment? Maintenant, ça date un peu, c'était à fin 2002. Donc là, ok, donc la situation était déjà très complexe. Alors là tu dis, voilà, 20 ans plus tard que tu rentres d'une mission en Géorgie, ça s'est Alors, amélioré. entre-temps, la Géorgie, notamment sur l'instauration de l'état de droit, la formation universitaire, avec des jeunes formés avec une réelle capacité et culture démocratique. Il y a eu, et l'ouverture générale du pays et du marché, il y a eu un progrès. Enfin, moi, je salue notamment sur la corruption, la petite corruption, la police, etc. On ne pouvait pas parcourir 2 kilomètres sans être arrêté par la police et devoir backchicher pour continuer son chemin. Pas beaucoup, mais toujours un petit peu, 2 euros en équivalent. Ils prétextaient, ils te disaient quoi en fait quand ils te raquettaient, En les gros, flics, ils te disaient quoi? ils avaient un pouvoir, ils n'avaient pas besoin de se justifier, donc il valait mieux jouer le jeu parce que les règles étaient extrêmement opaques. Et donc, ils pouvaient te bloquer. Et donc, si on voulait. Donc, quand on était expatrié, on pouvait jouer le jeu, mais pour les populations locales, c'était extrêmement pénible. Et d'ailleurs, il y avait un rapport à l'époque sur la pauvreté qui a été fait par la Banque mondiale. Et ils font de très bons rapports, la Banque mondiale. Je dirais que les meilleurs rapports socio-économiques, c'est la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement. Et donc, ils ont fait un rapport dans lequel ils expliquaient que notamment les transporteurs routiers qui relient l'Est et l'Ouest du pays, donc le port, la zone de la mer Noire, compte tenu des dépenses informelles sur les taxations par la police le long de la route, que ça va continuer un temps, mais que lorsque tous les camions hérités de l'ex-Union soviétique seront arrivés en fin de vie, le modèle économique ne peut pas tenir et que le transport va péricliter ou sera remplacé par autre chose. Mais il disait que voilà, c'était vraiment, on était tiré sur tout ce qui... C'était une politique de la terre brûlée. Il fallait tirer économiquement tout ce qu'on pouvait. Ça partait du sommet avec le président et sa famille et à tous les niveaux, échelons intermédiaires et inférieurs, la logique était la même. Et donc ça a été radicalement changé. Donc je trouve que en termes de réformes, en partant vraiment de très très bas, les réformes entreprises par le gouvernement de Mikhail Saakachvili, un modèle du genre exceptionnel. Il y a eu des dérives à titre individuel de personnes qui l'ont accompagné, qui se sont enrichies malgré tout, mais ça ne permet pas, c'est pas ce qui caractérise son mandat présidentiel. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est un personnage très intéressant et c'est vraiment dommage qu'on le laisse croupir en prison pour des raisons qui ne sont pas les bonnes, qui ne sont pas valables et qu'on ne respecte pas cet héritage, sachant que... Et puis je trouve que je ne comprends pas bien non plus l'intérêt du gouvernement parce que politiquement...
Il ne représente plus, enfin il ne pourrait plus maintenant représenter une force politique qui mettrait en danger le pouvoir en place, donc il y a d'autres figures politiques éventuellement. Mais j'ai l'impression que c'est une vengeance personnelle, voire même y compris des Russes qui ne pouvaient pas le supporter, évidemment, dans le chemin qu'il a fait prendre, le tournant qu'il a fait prendre à la Russie à l'époque. Quand tu À rentres, la Géorgie, pardon. quand tu rentres en France, donc en 2002, que tu rentres de Géorgie, comment tu te sens à ce moment-là? Est-ce que tu as besoin un peu de prendre quelques mois quand même pour décompresser? Enfin, c'est une mission quand même assez intense. Où ta vie était menacée. Est-ce que Dieu t'enchaîne directement? Enfin, comment ça se passe Non, ça ne m'avait pas stressé plus que ça. J'avais senti il était temps de partir. Euh, je dois avouer que des fois, j'avais peut-être pas bien jaugé non plus le risque, mais néanmoins, j'étais dans l'optique de continuer de voir un peu quelles étaient les nouvelles options. La collaboration avec la Commission européenne, malgré tout, s'était dans l'ensemble bien passée. J'avais, entre autres dossiers, suivi les questions d'aide humanitaire dans le Caucase, en lien avec la Direction générale de l'aide humanitaire de la Commission européenne. Et ils m'ont proposé de partir en Algérie, à l'été, non, là, au printemps 2003. Pardon. Et je suis parti comme chef du bureau de l'aide humanitaire pour l'Afrique du Nord en Algérie dans la foulée. Enfin, j'ai eu 3-4 mois de battement entre les deux. Ouais. Ok, donc quelle va être ta mission du coup en Algérie à ce moment-là? En Algérie, ça va être de diriger le bureau de l'aide. Donc, je suis bailleur de fonds à ce moment-là, de diriger le bureau d'aide humanitaire de la Commission européenne. Il y a juste eu un séisme à Boumerdès, donc j'ai coordonné un peu la réponse, l'aide européenne au gouvernement algérien. En 2004, il y a eu un séisme à l'Osema au Maroc, dans le Rif, où je suis allé aussi me rendre compte des besoins et coordonner la réponse humanitaire. Donc il s'agissait de voir quels sont les besoins déjà couverts potentiellement, enfin ce que envisagent les autres bailleurs de fonds, et quels sont les acteurs du terrain qui peuvent apporter des réponses rapides, parce que notamment dans le cas d'un séisme, il faut aller très vite. Et mon dossier de fond, c'était les réfugiés du Sahara occidental dans le sud de l'Algérie, qui est donc avec le Front Polisario qui est hébergé par l'Algérie et les populations donc dans les camps au sud de la ville de Tindouf, qui est une zone de casernement militaire. Dossier qui est extrêmement sensible, hein, vu que maintenant la France a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, ce qui, évidemment, par exemple, me rend prudent sur tout voyage en Algérie, parce que je pense qu'évidemment, étant français et en plus ayant été responsable d'un dossier en lien avec le Sahara occidental, il n'est peut-être pas souhaitable que j'aille absolument faire un voyage en Algérie actuellement, même si je n'avais pas de parti pris en l'occurrence. Cependant, j'étais quand même un peu un empêcheur de tourner en rond parce que je questionnais ce qu'on me demandait de faire, le nombre de réfugiés effectifs, ce qui est hautement politique, bien entendu, mais par rapport au dimensionnement de l'aide apportée, ça avait son importance. Donc c'était un jeu d'équilibre qui n'était pas simple. Et à chaque retour sur le terrain, dans les camps, j'étais convoqué au ministère des Affaires étrangères algérien, à Alger, où je devais faire un débriefing sur la situation. Tu gères un camp de réfugiés du coup à ce moment-là? Je ne gère pas les camps de réfugiés, je gère la contribution de l'Union européenne à la vie des réfugiés dans 4 camps de réfugiés sahraouis au sud de la ville de Tindouf en Algérie. Et donc comment ça se passe concrètement? C'est de l'approvisionnement alimentaire? C'est beaucoup d'approvisionnement alimentaire, en kit de santé aussi, des éléments aussi d'éducation, de prise en compte des handicaps, de vêtements même, on a eu des choses.
Donc il y avait toutes sortes de distributions, parce que ce sont des gens qui ont besoin d'être De vivre, quoi, tout simplement. soutenus dans Ouais. tous les aspects de la vie. Et c'est combien de personnes un camp de réfugiés Les camps de réfugiés, de manière théorique, ça peut être 30 000 personnes, comme on a des camps énormes qui peuvent faire plus de 200 000 personnes, selon les crises, etc. Dans le cas des réfugiés sahraouis, euh, c'est extrêmement délicat. En plus, j'ai lâché le dossier après avoir quitté en 2006, donc je préfère ne pas me prononcer je pense que ça n'aurait pas beaucoup de sens, sur le nombre qu'ils sont. Néanmoins, on a déjà des deuxième, troisième générations maintenant qui sont nés dans les camps et qui n'ont jamais vécu au Sahara occidental. Je pense que ce n'est pas une situation particulièrement agréable. Je suis conscient de la situation de ces gens. Après, voilà, j'évite de rentrer sur le dossier, mais il y a aussi des gens qui vivent actuellement au Sahara occidental, qui ont des droits aussi. Comment est-ce qu'un retour est possible, etc. C'est purement, ça, c'est une gestion géopolitique. Il y a des gens qui Le vivent Maroc, depuis le 2 ou Algérie. 3 générations dans des camps de réfugiés. Bah, dans le cas du Sahara occidental, ça remonte aux années 60. Donc si on compte on va dire par 20 ans, ça va assez vite. Ouais. Et dans le camp, enfin, on arrive à... Enfin, ils vivent comment ces gens-là? Je veux dire, il y a une... C'est paisible dedans, pas du tout. On arrive à peu près à gérer les relations entre les personnes. Enfin, on imagine 30 000 personnes au même endroit dans un camp de réfugiés, ça doit pas être évident. Non, il y a beaucoup d'espace, il y a le désert autour, et donc c'est assez paisible. En tout cas, comme ça, d'apprendre, c'est très calme. Après, il fait très chaud en journée, donc les gens ne sortent pas beaucoup. Il n'y avait pas de clim, et à l'extérieur, en été, il faisait souvent autour de 50 degrés. Quand il fait 50 degrés dehors et qu'on n'a pas de climatisation, le secret de la survie, c'est de bouger doucement, pas trop, et entre 11 heures du matin et 3-4 heures de l'après-midi, s'asseoir, boire le thé et attendre que ça passe. Donc lorsque j'ai quitté l'Algérie, j'ai commencé à faire des missions de consultance, de suivi-évaluation, aussi parce que j'avais un collègue que j'avais rencontré lorsque j'étais à la délégation de l'Union européenne en Géorgie, qui m'a dit tiens, ce serait intéressant que tu viennes faire ça avec moi. Et donc j'ai rejoint un bureau d'études allemand qui s'appelle Intégration à l'époque. Et j'ai commencé par une mission en Mongolie où je suis allé voir qu'est-ce qu'il était advenu d'une aide européenne dans le domaine agricole. J'ai expliqué que ça s'est très mal passé, enfin que ma mission s'est bien passée, mais j'ai expliqué que le projet s'est très mal passé parce que il voulait réduire la pression de pâturage autour d'Oulan-Bator. Oulan-Bator, en Mongolie, c'est très intéressant parce que c'était une culture nomade, il y a un territoire immense, et la majorité de la population s'est concentrée dans la capitale créée artificiellement dans les années 60. D'accord. Par planification soviétique, on va dire. Et donc, les gens avaient encore en partie des troupeaux qui ont commencé à brouter le moindre brin d'herbe et il ne reste plus que des cailloux autour d'Oulan-Bator. Et donc, j'étais à une ferme à peut-être 5 km d'Oulan-Bator, où il y avait encore un peu d'herbe, qu'on s'éloigne. Et ils avaient prévu de faire du foin et un système de durée pour enrichir le foin et permettre une intensification de l'élevage pour que les animaux n'aillent plus pâturer. Et ils ont développé ça, c'était l'un des concepts, et puis ils ont aidé des fermes à travers le pays aussi à intensifier leur production ou avec du matériel agricole et pour essayer de développer l'agriculture par ailleurs. Ce qui était en principe prévisible, les gens en ont profité pour augmenter leur nombre d'animaux. Oui, ils ont nourri plus sur de l'ensilage et sur de la nourriture animale, mais comme ils ont augmenté le nombre d'animaux, finalement, ils ont continué à augmenter la pression sur les pâturages autour du Oulan-Bator et des autres grandes villes. Voilà.
Voilà. Donc ça, le but recherché n'a pas du tout été atteint. Et par ailleurs, j'ai trouvé un agriculteur qui, probablement parce qu'il y avait une bonne connexion, avait reçu énormément de matériel agricole qu'il a revendu pour payer son visa et son voyage pour aller immigrer au Canada. D'accord. Pourquoi pas, mais c'était peut-être pas le but recherché non plus. C'était peut-être pas le but recherché, ouais. Et enfin voilà, et donc suite à cette mission, parce que c'est jamais évident de faire une mission et d'aller rechercher des bénéficiaires et des gens sur un projet qui est terminé où il n'y a plus personne sur le terrain. Donc ils ont trouvé très positif et étonnant que j'arrive à trouver des informations et à alimenter, à faire un rapport complet sur le sujet dans ces conditions. Donc ça m'a mis le pied à l'étrier, j'ai continué à faire des missions de suivi-évaluation. Et donc pour moi, c'était très bien. Ça me permettait de faire le va-et-vient, de revenir à la maison, de repartir. Puis, la Commission européenne, l'aide humanitaire de la Commission européenne a envisagé de proposer des missions courtes pour des gens qui ont déjà été dirigeants, enfin de responsables de bureaux d'aide humanitaire pour eux. Et donc, je suis parti en mission pour eux en... Non, c'était 2011. Je suis parti en Libye pour couvrir le conflit et les besoins humanitaires pendant le conflit en Libye. Tu as toujours travaillé avec le secteur public ou parfois tu as des missions plus dans le privé Non, en fait, c'était uniquement le secteur public, mais via le prisme du bureau d'études, en l'occurrence, beaucoup aussi, mais pas que. Et parce que c'est un choix ou de ta part ou parce qu'il n'y a pas ce type de mission-là dans le privé Non, en fait, je n'avais peut-être pas le réseau et je ne m'en étais pas inquiété plus que ça. J'aurais pu aussi faire dans le secteur privé. Après, j'ai aussi écrit, par exemple, un projet, mais ça a été utilisé pour un financement international. J'ai écrit un projet en Géorgie, avant de partir aussi, sur le développement de l'élevage laitier et la remise en état d'une laiterie avec production de produits laitiers et de glace sur la zone de l'Ossétie du Sud. Bon, après, sur ce genre de projet avec un volet de production, même si ça avait été du privé, un volet de subvention est quand même souhaitable. C'est difficile de monter de toutes pièces un dossier d'exploitation agricole sans aucune subvention. Ouais, je pensais plus peut-être à des choses dans l'industrie, je sais pas, imagine un groupe d'acier, tu vois, qui se dit, bah, je veux racheter une autre entreprise en Afrique pour, tu vois, faire une multinationale trans-pays africain. Est-ce que tu peux faire une étude sur le marché? Comment ça se passe? Quelles sont leurs capacités de production? Tout ça. Enfin, j'imagine il y a ce type de mission de conseil, un peu d'études de terrain. Non, j'aurais pu, mais en l'occurrence, c'est pas le cheminement que j'ai pris. Et il y a des bureaux d'études très spécialisés là-dedans, avec des gens qui se spécialisent dans ce genre d'études, quasiment au sortir des études. Donc je dis, ça aurait été possible. Je pense que là où j'aurais pu être plus facilement recruté, c'est sur un volet de communication, notamment pour des entreprises de l'agro-industrie ou d'autres, pour promouvoir une image de bonne gouvernance par rapport à des enjeux, par exemple, environnementaux, climatiques ou de sécurité alimentaire. Et donc là, il y aurait eu des partenariats possibles. Non, je n'ai pas poussé très fort pour aller dans ce sens-là, sachant que je voulais garder une certaine indépendance critique sur les dossiers que je gérais et que j'aurais probablement dû avaler un certain nombre de couleuvres, ce que très longtemps je n'étais pas prêt à faire. Et je pense que maintenant je ferai les choses différemment. J'étais un peu idéaliste et je pensais que par exemple le Fonds vert pour le climat sont des gens sérieux et qui travaillent uniquement pour avoir un maximum d'efficacité par rapport aux enjeux climatiques. C'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait vrai. Dans la réalité, dans les fonds qu'ils canalisent, en fonction des contributeurs, il y a une orientation des fonds en fonction d'agendas qui ne sont pas nécessairement climatiques. Et donc, quand la coopération allemande en Asie centrale m'a demandé de travailler sur un projet de 100 millions d'euros
apportées par le Fonds vert pour le climat, avec un volet de protection du réseau routier, alors, par des mesures agro-environnementales, mais dans une optique de développement du réseau routier. Je leur ai dit, c'est quand même pas très sérieux de faire ça sur de l'argent du Fonds vert pour le climat. C'était très cohérent pour l'Allemagne qui, à un même moment, était en négociation pour construire des usines de production de voitures en Asie centrale. L'Allemagne a une certaine cohérence dans la façon d'avancer les choses. C'est pas pour montrer du doigt l'Allemagne, parce que en fait, sur l'aide internationale, comme je disais, sert aussi les intérêts économiques de nos pays. Mais il y a toujours moyen de trouver des convergences pour faire le mieux possible et pour être gagnant-gagnant. Après, ça demande des fois un peu de réflexion. La réponse la plus cohérente que j'aurais pu avoir à ce moment-là avec la coopération allemande eût été de dire, bien entendu, on va développer les choses et je vais essayer de maximiser l'impact environnemental et les améliorations que l'on peut apporter en orientant les choses de manière aussi correcte que possible. Du coup, pour bien comprendre, donc c'était un fonds vert allemand. Non, voilà. le Fonds vert pour le climat, il y a un fonds international qui est basé en Corée et qui est abondé par différents pays. Et donc, l'Allemagne avait fait un gros chèque. Et à partir de là, il y avait de l'argent qui était fléché pour la coopération allemande. Donc l'argent était garanti pour la coopération allemande. D'accord. Et ok. Mais donc c'était censé être un fonds vert. Ils te demandaient de construire des routes parce que eux, ils voulaient exporter des bagnoles. Pas de construire des routes. Il s'agissait d'accompagner l'extension du réseau routier. Peut-être qu'à la marge, ils auraient essayé de justifier la construction de certaines routes. Mais il s'agissait surtout d'accompagner le développement, de faciliter le développement du réseau routier, de façon à justifier aussi les ventes de voitures, l'extension du marché de préférence. Du coup, toi, dans ces cas-là, tu dis quoi? Enfin, tu as ton mot à dire quand tu trouves que c'est pas forcément aligné avec la mission initiale. Oui, mais en fait, personne ne me posait cette question-là. Ouais. Donc, ce qui a abouti à, je dirais, un divorce à l'amiable à la fin. Mais c'est peut-être pas la chose la plus intelligente que j'ai faite, parce que ce faisant, j'ai pas influencé grand-chose, j'ai rien changé à la face du monde non plus. Parfois, il est plus utile d'être à l'intérieur et d'essayer dans le cadre qui est donné, d'orienter les choses de la manière la plus positive possible. D'être pragmatique, quoi. D'être pragmatique, oui. Je dirais qu'une autre mission qui m'a été proposée, c'était d'aller en Afghanistan pour réformer le ministère de l'Agriculture, et le faire passer d'une logique de projet à une logique de politique, d'incitation. Et sur la feuille de route, on me disait, oui, mais tu ne peux licencier personne, il faut garder tout le monde, et il faut qu'au bout d'un an, tu aies un gain de productivité de 20%. Après, la réaction de dire, ces termes de référence, c'est pas sérieux. Après, donc j'ai dit non, mais bon, en plus, les conditions financières, je trouvais qu'ils étaient un petit peu légers, donc j'ai passé l'éponge, mais ça aurait pu être intéressant. Et certes, la feuille de route telle qu'elle était n'avait aucun sens, les gens ne se sont donné aucune peine. Par contre, j'aurais pu prendre cette année pour élaborer une feuille de route qui soit valable et proposer un projet plus construit. Et rien ne m'aurait empêché de le faire, et je pense qu'y compris la Commission européenne, qui était le bailleur dans ce cas-là, aurait été ravi que si j'étais venu faire cette mission et que j'avais produit cette feuille de route. D'accord. Alors justement, en parlant de contrat, pour comprendre, quand tu es entre deux missions, du coup, tu es rémunéré, tu n'es pas rémunéré? Non, ok. Non. Donc c'est assez précaire, en fait. Tu finis une mission, bon, tant que tu n'as rien retrouvé, tu te retrouves... Absolument, d'où l'intérêt de travailler aussi sur l'employabilité. Après, il y a différents statuts, mais c'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients à travailler d'un point de vue international comme ça. C'est-à-dire que on n'est pas pleinement dans le statut salarié français. Lorsque je travaillais pour la Commission européenne, j'avais des cotisations, mais auprès d'un fonds de pension européen. Et je touchais mon salaire en Belgique
C'est-à-dire qu'à cette époque-là, pour pouvoir être salarié de la Commission européenne, il fallait que j'ai un compte à Bruxelles, enfin en Belgique. Je ne sais pas, peut-être que ça a changé depuis. Et mes cotisations étaient payées. J'avais une assurance santé privée avec Van Breda et un fonds de pension. Cependant, je n'avais pas l'assurance chômage en France. Après, quand je me suis mis comme indépendant en France et que je faisais des missions courtes, j'étais donc en libéral, un entrepreneur individuel. J'ai aussi essayé différents statuts, mais ça, de toute manière, ça revient à peu près tout au même. Donc, je payais mes cotisations, mais ça ne me donnait pas le droit, comme j'étais patron, entre guillemets, ça ne me donnait pas le droit à l'assurance chômage. Donc, effectivement, mes intercontrats, ce qui, j'ai jamais beaucoup calculé, mais a aussi une répercussion sur la retraite, vu que quand on est en intercontrat, qu'on ne gagne pas d'argent et qu'on n'a pas l'assurance chômage, on n'a pas les cotisations non plus pour la retraite. D'accord. Donc j'ai des gros trous. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand je travaillais pour la coopération allemande, je touchais mon salaire en France, mais mes cotisations sociales et mes impôts étaient prélevés à la source en Allemagne. Donc je cotisais en Allemagne, pas en France. Après, il y a des choses, donc ça, il faut toujours bien se renseigner, à savoir, en principe, ce n'est pas un problème. Les cotisations peuvent être reversées dans le pays où on vient, sauf si on a travaillé moins de 5 ans. Et avec la coopération allemande, j'ai fait 4 ans et 10 mois et demi, quelque chose comme ça. Ils font exprès de t'interrompre juste avant les 5 ans pour pas que ça convertisse En fait, moi j'étais dans une discussion, j'ai vu qu'il y avait une autre opportunité. J'aurais dit, écoutez, je vois bien qu'on va nulle part, parce qu'il y avait eu cette histoire de projet aussi que j'avais gérée probablement de manière un peu malencontreuse, enfin maladroite. Donc j'aurais dit, restons-en là, faisons un accord à l'amiable, et je m'en vais. Et j'ai été étonné avec quelle facilité ils ont accepté de me payer 2 mois de salaire et de me laisser partir. J'ai compris après que pour l'Allemagne, ça faisait une économie substantielle. Il me manque 5 ans de cotisation par-ci, il me manque 3 ans par ailleurs sur des éléments avec la Commission européenne. Il me manque quelque part 2 ans d'intercontrat où je n'avais pas cotisé. Donc en gros, il me manque une dizaine d'années de cotisation retraite. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, on passe l'éponge. Donc j'ai eu, c'était à titre anecdotique assez marrant, j'ai participé à une réunion d'information sur le rachat de trimestre de l'assurance retraite, où ils expliquent qu'on peut racheter jusqu'à 2 ans de trimestre. Je dis oui, mais enfin bon... si je suis à moins 10 ou à moins 8, ça change pas grand-chose. Ouais. À un moment donné, ça n'a plus de sens, quoi. Mais c'est pas très grave. J'ai potentiellement le droit à un minima retraite. Je compte pas beaucoup dessus. Et par contre, l'intérêt du travail de consultant, c'est que on peut continuer à travailler au-delà de l'âge de la retraite. Et personnellement, m'arrêter de travailler à 60 ou 65 ans, je vois pas bien. Ça me parle pas. Donc voilà. Donc, tu es OK avec la retraite à 80 ans Je pense. Alors, j'ai un ami et collègue qui travaillait avec moi, qui a raccroché les gants cet été, à 77 ans, ouais, parce qu'il a des petits-enfants, il veut s'en occuper un peu plus. Je pense que c'est un âge raisonnable pour passer à autre chose. Et je le comprends tout à fait. Mais voilà, je pense que... On comprend que c'est assez risqué, assez précaire, on comprend qu'il y a plein de cotisations que tu n'as pas, on comprend qu'il y a des moments entre tes missions où tu n'es pas payé. Est-ce que pour compenser, tu es quand même bien payé, notamment tu es à l'international, parfois tu mets ta vie en danger, tout ça. Est-ce que c'est compensé tout ça ou pas? Mettre sa vie en danger, ce n'est pas indispensable, ce n'est pas obligatoire. D'accord, tu n'es pas obligé de poursuivre c'est bien d'être assez conscient des risques que l'on prend. Et moi, ça a été un apprentissage au fur et à mesure. Éventuellement, il y a des choses avec mon bagage actuel sur lesquelles je serai plus prudent, sachant que j'aurais pu y rester et que je dis, on a toujours les exemples de ceux qui ont survécu, mais ça ne veut pas dire que, par définition, sur les parcours, on survit toujours bien. Donc il faut être prudent sur les témoignages qu'on reçoit, parce qu'on ne reçoit des témoignages que des gens qui ont survécu, finalement.
On ne reçoit pas les témoignages des morts. Mais en gros, on n'est pas obligé de se mettre en danger, on n'est pas obligé de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis du système, et on peut choisir des voies plus ou moins confortables. Alors, si la voie la plus stable, qui est par exemple de rentrer dans des grandes institutions, y compris comme par exemple la Banque européenne d'investissement ou l'AFD avec lesquelles je travaille indirectement. On est dans un travail salarié bien payé avec toutes les garanties aussi, y compris au niveau de la retraite. Par contre, le fait de rentrer dans une institution assez tôt et de faire toute sa carrière à l'intérieur, je trouve que moi, je ne m'y serais pas retrouvé sur le plan de l'apprentissage et de la confrontation à différentes réalités. Donc c'est pas quelque chose qui m'aurait convenu. Mais après, le choix plus précaire et le choix de la stabilité ne sont pas nécessairement totalement incompatibles et peuvent aussi correspondre à des phases de vie. Maintenant, pour rentrer dans les institutions internationales, c'est pas maintenant que je vais le faire, alors que bon, je suis plus en fin de carrière qu'en début de carrière. Ce sont des choix qui peuvent encore se faire plus en milieu de carrière, je veux dire, en termes d'orientation. Et du coup, il faut passer 5 ans, c'est ça, pour rentrer dans une institution? Alors, il y a dans le système des Nations Unies un nombre d'années un minimum pour rentrer, être institutionnalisé en quelque sorte, oui. De cet ordre-là. Les 5 ans dont je parlais pour la coopération allemande sont concomitants du passage en CDI, effectivement. C'est ça. Et c'est 5 ans pour la coopération allemande. Et j'ai appris concomitant aussi pour avoir l'ouverture des droits et la possibilité de transférer les droits d'un pays à l'autre. C'est sûr que je pense que tu as des compétences qui vont être de plus en plus recherchées dans un monde où il y a de plus en plus de tensions, où les relations internationales prennent de plus en plus de place. Bon, je pense que, effectivement, que ce soit le public, le privé, je ne suis pas inquiet que tu aies plein de missions dans les années à venir. Justement, tu parles de méthodologie. C'est quoi un peu, toi, ta méthodologie? Voilà, tu arrives dans un nouveau pays que tu ne connais pas spécialement, il y a plein de tensions, c'est complexe, il y a plein de jeux géopolitiques et tout ça. Comment tu t'y prends pour comprendre un peu ce qui se passe là où tu es, quoi? Bon, après, il y a l'approche et les grilles de lecture. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe en termes de politique au niveau des ministères d'un gouvernement et d'aller voir comment se passent les choses sur le terrain au plus bas de l'échelle, pour essayer de comprendre où il peut ici y avoir des mécompréhensions et des lacunes dans la compréhension de part et d'autre, et pourquoi il y a des choses qui se passent sur le terrain ou pas, et quels sont les facteurs de blocage, et est-ce qu'ils sont institutionnels, est-ce qu'ils sont locaux, et là où la machine se grippe. Donc c'est quelque chose que j'ai appris à faire, et donc ce qui m'a amené petit à petit à remettre en cause une certaine condescendance que l'on peut avoir vis-à-vis des pays en disant mais ils sont sous-développés parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas l'intelligence ou la connaissance, et donc on va leur apprendre. Moi, suis souvent arrivé à la conclusion que, y compris des gens qui ont accès à peu d'éducation, sont quand même très performants dans l'optimisation du système dans lequel ils vivent. Par contre, le système est éventuellement mal pensé et donc pas optimum pour permettre au maximum de personnes de vivre aussi bien que possible. Et je disais, par exemple, quand j'étais dans un village du Tchad où des expatriés me disaient « Mais regarde, ces villageois sont idiots, ils ne mettent pas en place ce système d'irrigation. » Alors que ce serait si simple, hein, avec peu d'investissement à mettre en place, ils auraient un bénéfice immédiat. Et je disais, oui, mais l'irrigation, c'est la prérogative des systèmes, des services d'irrigation du ministère de l'Agriculture. Il y a des représentants localement, qui sont d'ailleurs au demeurant souvent pas payés, qui doivent se payer sur la bête. Et si jamais les gens lèvent le petit doigt et font un investissement, ils vont se mettre en porte-à-faux ou vont être rançonnables par ces gens. Donc c'est pas qu'ils sont trop bêtes, c'est pas qu'ils ne savent pas faire, mais c'est qu'il y a des raisons qui font que
Si jamais on veut améliorer les choses, eh ben, ça implique une négociation de savoir qu'est-ce qui peut être acceptable pour les fonctionnaires locaux qui leur permettent de vivre malgré tout. Qu'est-ce qu'il y a à plus haut niveau politique, quels sont les enjeux et est-ce qu'il y a des lignes qui peuvent être bougées pour rendre les choses faisables au niveau du village lambda. Donc ça demande de décortiquer un peu les choses, mais de comprendre aussi de bas en haut comment ça fonctionne. Donc moi, j'aime bien voilà, aller voir ça. Mais après, j'élabore aussi beaucoup maintenant sur un grand nombre de pays dans lesquels j'ai déjà voyagé, donc sur ma connaissance. Donc j'ai déjà une connaissance politique, socio-économique un peu du fonctionnement. Et après, je vais actualiser et aller voir, affiner sur l'évolution de la situation et essayer de comprendre ce qui est faisable. Ça, c'est quelque chose sur lequel tu as évolué dans ta carrière, le fait de ne pas avoir cette arrogance et quand tu arrives te dire, bon, en fait, les gens, ils comprennent, s'ils sont bloqués, c'est qu'il y a une raison, il faut que je comprenne quelle est la raison qui les bloque. C'est quelque chose que tu as... C'est la démarche mais qu'il a fallu que j'acquière progressivement. D'accord. Vu que finalement, j'avais quand même, je me suis rendu compte, acquis une partie de ce complexe de supériorité au sein de notre société et dans mes études. Et il a fallu que je me défasse de cela, Le déconstruire. que je déconstruise. Ouais. Ok. Écoute, Juliane, c'est extrêmement intéressant et je pense que voilà, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent qui rêveraient d'avoir une carrière internationale comme la tienne. Notamment, je pense que ce qui est fascinant dans ce que tu fais, c'est le sens que ça a, enfin, c'est-à-dire l'impact très concret que tu as tous les jours dans tes missions. Quel serait le conseil que tu donnerais à la personne de 20-25 ans qui s'identifie dans ton profil, qui rêverait d'avoir ton parcours? Quel serait le conseil que tu aurais envie de lui donner? Évidemment, il est toujours préférable d'avoir les meilleures études possibles, mais quelles que soient les études que l'on a fait, il faut bien comprendre que pour moi, on acquiert une boîte à outils et le véritable apprentissage se fait à partir du moment où on commence à travailler. Donc, il faut éviter de penser que parce qu'on a fait des études prestigieuses, on est arrivé, on sait. Ce qui, en réalité, est généralement pas le cas, mais on peut avoir des outils plus ou moins performants pour commencer à travailler. Si on a des outils moins performants, c'est pas grave non plus, parce qu'un couteau peut être mal aiguisé, hein, ça se travaille et ça s'améliore. Et donc, je dirais que ce travail d'apprentissage est important. Ce qui est toujours très difficile, l'était à l'époque, mais il est probablement encore plus maintenant, c'est de mettre le pied à l'étrier, donc d'avoir une première expérience. Donc, il ne faut, je pense, ne pas ignorer, enfin, il y a pas de mauvaise expérience en soi. Donc, l'important, c'est de commencer avec quelque chose, d'essayer d'élaborer, et ensuite pas à pas de trouver l'étape suivante pour construire. Alors, il est préférable de pas... Moi, je me suis laissé beaucoup porter. Assez tôt, réfléchir en termes stratégiques aux briques dont on pourrait avoir besoin pour continuer. Après, on voit les opportunités qui se présentent, mais ça peut être utile d'avoir une petite réflexion stratégique et suffisamment de flexibilité pour adapter en fonction de la conjoncture et de ce que l'on arrive à avoir effectivement, et de construire pas à pas, ne pas renoncer. Parfois, on peut se sentir en situation d'échec, mais avec le recul, on se rend compte qu'on finit toujours par progresser, et on reste rarement dans une impasse. Et donc, il y a toujours des opportunités qui se présentent, une progression. Et donc, je pense que ce travail d'apprentissage pas à pas, des fois, on apprend des choses, on se dit, mais ce serait inutile. Il est difficile d'en préjuger de ce qui sera réellement utile ou pas dans le parcours. Il y a des parcours qui sont plus simples. Si on peut se faire recruter par une grande institution, je pense que c'est très confortable et ça convient mieux à certains profils. D'autres, comme moi, ont besoin de se mettre plus en danger et une recherche donc, de personnel différente. D'un certain côté, c'est aussi un luxe. Donc, il n'y a pas à jeter la pierre d'un côté ou de l'autre. Il faut que voilà, chacun pense, mais en fonction des domaines des possibles. Et de toute manière, si on arrive à
accumuler, enfin avoir un bagage de connaissances, c'est toujours utile pour trouver des opportunités. Il y a après, l'important après, c'est aussi d'avoir une stratégie en termes de valorisation à partir du moment où on a des choses à vendre, de savoir où chercher, comment présenter les choses. Moi, j'ai dû récemment retravailler entièrement la façon dont je présentais mon CV parce que je n'avais pas prêté assez d'attention à cet aspect pour structurer les choses de la manière dont elles sont attendues sur le marché du travail maintenant. Donc voilà, il faut aussi se donner la peine de comprendre comment les choses fonctionnent, ce qui est attendu, et essayer d'adapter un peu. Mais je dirais, moins on a d'expérience, plus le monde du travail peut paraître opaque, ou enfin après, tout dépend. Si on sort d'une université ou si on sort de l'école polytechnique et de l'ENA, ce sont évidemment des parcours très, très différents. En termes de recrutement, pas nécessairement en termes de démarche personnelle. Donc voilà, je dirais ne pas renoncer, chercher les opportunités, et puis ne pas se limiter, si on peut avoir les langues, au périmètre strictement français. Moi, j'ai beaucoup travaillé essentiellement avec des bureaux d'études néerlandais, britanniques, allemands, espagnols. Donc, il y a aussi d'autres horizons. Il faut éviter de se fermer ses portes, ce qui après peut permettre à l'international aussi de rouvrir des passerelles avec des entreprises françaises qui peuvent avoir une utilité à ce genre d'ouverture et de liens culturels. Il y a quelque chose qui me parle beaucoup dans ce que tu dis, c'est que voilà, tu dis qu'il faut savoir si on valorise plus la liberté ou la sécurité. Et ça, c'est quelque chose qui peut évoluer à différents moments de ta vie. Parce qu'il y a des moments où tu as envie d'être très libre et tu n'es pas forcément regardant de ta sécurité, notamment financière. Et tu peux voilà, avoir les missions un peu au jour le jour et te laisser guider. Et d'autres où peut-être, tu vois, tu as peut-être une vie de famille ou tu as peut-être d'autres circonstances dans ta vie qui font que tu as envie d'évoluer vers quelque chose d'un peu plus secure, on va dire. Ce qui me fait penser qu'il y a une question très importante que je ne t'ai pas posée, voilà, si tu me l'autorises, c'est de comprendre un peu, est-ce que tu as pu dans tout ça construire une vie privée, une vie de famille? Est-ce que tu as réussi, en étant aux quatre coins du monde, à construire quelque chose de ce point de vue-là? Alors, oui, j'ai une famille, j'ai une femme d'origine géorgienne, parce que comme j'ai finalement passé 4 ans en Géorgie, j'ai ramené Sophie dans mes bagages, et puis on a notre fils Maxime qui est né en Géorgie. Je dois avouer que je lui ai pas rendu la vie facile, parce que j'étais très souvent parti. On a fait des bouts d'expatriation ensemble en Algérie et en Ouzbékistan. Et il y a d'autres périodes où j'étais seul, comme au Soudan du Sud, par exemple. Il se trouve que on est ensemble et que ça s'est bien passé, mais je conçois que dans des choix, dans des vies de couple, ça puisse être compliqué certaines fois. La séparation n'est pas nécessaire. Moi, en termes de carrière, c'est ce qui était, c'est présenté comme ça à ce moment-là. Il n'y a pas de fatalité. Maintenant, par contre, y compris quand on vit ensemble, quand on s'expatrie ensemble, sont des circonstances qui ne sont pas toujours très faciles pour tous les couples. Donc ça, c'est à chacun de jauger comment il veut, enfin, ou peut mener sa vie en fonction des partenaires que l'on a et de la façon dont ça se présente. Je conçois que les choix puissent être différents. Après, quand on travaille par exemple à une institution financière comme la Banque européenne d'investissement, il y a des fois des postes expatriés, mais l'essentiel du travail se fait au Luxembourg, ce qui est peut-être pas l'expatriation la plus difficile que l'on puisse imaginer. Écoute, Juliane, merci beaucoup. Merci à vous si vous êtes encore là, voilà, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous a aidé si vous vous intéressez à ce type de carrière à l'international, dans l'aide au développement. Et puis n'hésitez pas à nous dire quel autre type de métier vous souhaiteriez qu'on couvre sur Métiers de Rêve.